François Bellemare qui aura les 3 dernières questions 2020. Tout d'abord, bonjour, les activités portuaires devraient doubler d'ici 2023. Oui, on l'apprenait notamment là, avec l'annonce faite par François-Philippe Champagne, ce qui implique une augmentation des gaz à effet de serre, des poussières et des particules en suspension dans l'air causées par les navires, les trains et les camions. Avez-vous un plan pour contrer ces augmentations notables de la pollution de l'air, et ça surtout au centre-ville, idem pour les projets de l'aérogare? Ben, pour ce qui est de l'aérogare, il faut savoir que dans la planification, puisqu'on parle de l'aérogare, le processus qui avait été choisi, c'était d'aller vers une appellation ligne là, qui nous amenait vers quelque chose qui était pensé là, en termes de sauvegarde d'énergie, là, je me permettrais de dire. Maintenant, pour ce qui est du port de Trois-Rivières, je sais de la part de M. Boivin qu'il y a des gros efforts qui sont déjà déployés, qui sont pensés, notamment à ce qui a trait à la décarbonisation, à ce qui a trait aussi, oui, à la manipulation des matériaux qui se transigent là. De notre côté, puis je sais pas si, par exemple, Claude ou Marie-Annick pourraient en ajouter, mais lorsqu'on parle du fonds Éclore qu'on a mis en place, par exemple, c'est justement pour travailler avec des industries qui pourraient, dans leur développement, là, augmenter là, leur consommation ou l'émanation de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on tente de mettre des mécanismes en place là, pour allier à la fois le développement économique, l'environnement, puis dans ce cas-ci, puisque c'est un peu de ça dont vous parlez, la qualité de vie. Est-ce que Marie-Annick ou Claude, vous aimeriez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je pense que M. Bellemare faisait beaucoup référence aux particules fines, notamment. Là, fait que, effectivement, comme vous le dites, M. le maire, c'est de nature industrielle davantage. Il y en a même beaucoup qui vient des industries de la Rive-Sud. Puis c'est pas tellement une juridiction qui est très municipale. Là. C'est davantage provincial. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire comme ville. Mais ça veut dire que les contrôler à la source, c'est plus difficile. On n'a pas beaucoup de leviers. Vous avez nommé le fonds Éclore où est-ce qu'on veut aider les industriels à s'améliorer. C'est un excellent exemple. Sauf peut-être pour les particules fines liées au transport, où est-ce que là, on a de l'impact. Mais M. Bellemare parlait vraiment de la pollution industrielle, si j'ai bien compris sa question. Ce qu'on peut faire, c'est planter des arbres. Vous me voyez venir. Mais je vais en profiter peut-être pour parler un peu de nos 2 programmes de plantation d'arbres qui sont quand même, à mon sens, des bons programmes. Fait que les arbres vont effectivement absorber une partie des particules fines. Fait que c'est pas anodin. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à la ville. Puis on le fait. On a 2 programmes. On en a un qui est autour de 100 000 $ qu'on a pour mettre des arbres chez nos partenaires, que ce soit le port, le MTQ, sur des terrains qui ne nous appartiennent pas finalement. On n'a pas réussi à le dépenser cette année à cause de la pandémie. En fait, on a réussi à le dépenser, mais pas comme on voulait. On a fait une distribution d'arbres finalement. On a distribué autour de 600 arbres. Qui étaient des arbres de bon calibre. Des fois, on entend des organisations dire on a planté des milliers d'arbres. C'est souvent des petites plantules. Là, nous, on n'y va pas pour les gros chiffres impressionnants, Trois-Rivières, mais on y va pour des arbres de qualité qui sont déjà à même de protéger, de faire des îlots de fraîcheur puis d'absorber des particules. Puis, on a aussi un programme dans notre plan triennal d'immobilisation qui est actuellement de 390 000 $, où est-ce qu'on plante des arbres sur les terrains-villes. Et j'en profite évidemment pour réitérer mon intérêt auprès de mes collègues à ce qu'on ne baisse pas ce budget-là en 2022. Bonne opportunité de mettre ça au point. Conseiller du district, Dany, tu souhaites peut-être ajouter des éléments d'information, peut-être sur le travail que tu fais avec les citoyens? Exact, oui, c'est ça. En fait, là, je vais y aller plus je vais survoler un peu le dossier. Je peux pas y aller vraiment précisément sur les détecteurs de quoi exactement, mais ce que je suis témoin, c'est que des citoyens qui habitent tout près du port et qui malheureusement souvent subissent les opérations parce que c'est une industrie. Ils ont été rencontrés et ils se parlent avec l'administration du port et les citoyens se parlent. Et au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs améliorations. Est-ce que c'est satisfaisant? Ben, faudrait demander aux citoyens. Mais moi, j'ai été témoin qu'il y a beaucoup d'efforts de la part des utilisateurs du port et du port lui-même, là, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Puis pour moi, il y a une partie de cette réponse-là qui devrait venir du parc portuaire, de l'administration du port elle-même. Donc, je veux juste ajouter ça. Vraiment, il y a des citoyens qui sont intéressés, qui sont, je pense, respectés aussi. Là. Il y a des besoins qui sont répondus de mieux en mieux de la part de l'administration portuaire. Rien n'étant parfait, je pense que les améliorations vont se poursuivre. Excellent, merci beaucoup.
Donc, on est rendu toujours M. Bellemare qui dit pour réglementer le compostage et l'usage des sacs de plastique, la Ville de Trois-Rivières attend une obligation des gouvernements, compte tenu que plusieurs villes plus grandes et plus petites que Trois-Rivières ont déjà mis en place ces procédures. Pourquoi Trois-Rivières attend-il si longtemps pour être départagé le compostage puis l'usage des sacs de plastique? Puis justement, au sein du comité là, de développement durable, on a parlé ce matin ou cet après-midi, on a entendu parler là qu'on serait à réinitier un projet ou quelque chose, une action par rapport au sac en plastique, n'est-ce pas? Oui, je peux répondre, M. Lamarche? Oui, ben oui. J'ai mon chien qui rêve en arrière-fond, fait que je m'excuse si vous entendez des petits jappements. Voilà. Sur le compostage municipal, d'abord, là, cette juridiction-là est à nous, dans ce cas-ci, là, est à nous, mais on l'a déléguée à la région, à la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Je pense quand même pouvoir, en tout cas, je pense pouvoir parler au nom de plusieurs élus autour de la table à Trois-Rivières pour dire qu'on aurait aimé ça que ça aille plus vite. Mais enfin, ça avance. Je pense qu'ils sont sur le point de faire des annonces. Au début du mandat, quand on a réalisé ça, que bon, on n'avait pas tant de pouvoir que ça sur le compostage qu'on transporte, le compostage industriel, on a décidé de se revirer de bord puis de se dire, on va quand même se mettre en action là où est-ce qu'on a du pouvoir, puis où est-ce qu'on a du pouvoir, là où est-ce que la ligne légale est tracée, c'est quand on transporte pas les matières résiduelles. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a distribué des composteurs. On va en être dans notre 3e année là, l'été prochain. C'est des centaines et des centaines de composteurs qu'on a distribués pour mettre dans les cours, des composteurs domestiques, mais aussi des composteurs collectifs pour les blocs appartements, par exemple. Puis avec le fonds Éclore, encore une fois, c'est un endroit où est-ce qu'on espère que des institutions comme l'UQTR ou l'hôpital vont appliquer pour faire des demandes pour qu'on puisse cofinancer des composteurs mécanisés. Puis c'est vraiment la manière la plus écologique de faire. Fait qu'on se satisfait quand même de cette solution-là parce qu'on n'a pas besoin de transporter les matières par camion dans une autre ville. Fait qu'en attendant que la régie avance dans ce dossier-là, c'est ce qu'on fait. Puis honnêtement, je pense qu'on est allé aussi loin qu'on pouvait dans ce dossier-là. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Pour les sacs d'emplettes, c'est pas seulement les sacs plastiques. Là. M. Bellemare fait référence aux sacs plastiques, mais on l'a pas traité comme ça à la ville. On l'a vraiment traité avec tout ce qui était, dans le fond, matière à usage unique. Peu importe le type de matière, c'est ce qu'on voulait réduire. Ce qu'on visait à réduire, c'était pas juste le plastique. C'est tout ce qui est jetable, dans le fond. Puis, on était sur le point de proposer un projet de règlement quand la pandémie a frappé. Et évidemment, on l'a pas fait parce que les commerçants avaient d'autres chats à fouetter que de gérer ce type de changement-là. Par contre, le projet il est prêt. Il est toujours vivant. La volonté politique aussi, je le pense. Fait que c'est une question de temps là avant qu'on voit avec les commerçants s'ils se sentent prêts à opérer ce changement-là avec nous. Puis on va pouvoir représenter le projet sur la réglementation des sacs d'emplettes d'eau. Et M. Merci. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Ah, parfait. Merci. On va aller à la dernière question. Vous allez voir les morceaux lâches un après l'autre. C'est toujours M. Bellemare qui dit, allez-vous établir un plan vert pour Trois-Rivières concernant l'épouvantable étalement urbain qui augmente les coûts pour desservir ces nouveaux quartiers tels la police, les pompiers, la construction des rues et son entretien, les égouts et l'eau potable pour son installation et le service, sans oublier le transport en commun, la destruction des boisés, des tourbières et des réseaux de capture des GES. Donc, il y a Claude Ferron qui a demandé à prendre la parole sur ce point-là. Ensuite, peut-être que Robert Dussault pourra compléter. Ouais. Claude, est-ce que tu es... Oui, je suis là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, Robert Dussault, tu peux compléter quand tu veux. Là. En gros, M. Bellemare, la situation du développement du territoire aujourd'hui est tributaire de choix qui ont été faits dans le passé. En 2017, l'ancien conseil a adopté un schéma d'aménagement. Donc, c'est une grande planification du développement urbain à Trois-Rivières qui est venu circonscrire, mettre une frontière, si vous voulez, au développement possible en périphérie de la ville, avec une mécanique là, de priorisation de développement de certains secteurs. Donc, on a reçu ça, nous, comme conseil, quand on est entré en poste. Donc, tout de suite, en début de mandat, moi et mes collègues, on s'est tout de suite attaqué à la tâche de voir si c'était possible de restreindre le périmètre à certains endroits, parce que cet enjeu-là était quand même important à nos yeux. Malheureusement, c'était pas possible. Mais en contrepartie, on met des incitatifs en place à la ville pour favoriser, si on veut, les gens à aller s'installer au centre-ville, par exemple, avec le programme Habiter le centre-ville, dans le bas du Cap, avec le programme d'accès à la propriété dans le bas du Cap. On a un nouveau programme tout récent de rénovation dans la première couronne qui va inciter les gens à maintenir leur propriété en place, puis à maintenir le cadre bâti quand même en meilleur état. Donc, des petits incitatifs comme ça qui aident à maintenir, si on veut,
un intérêt sur les milieux de vie déjà existants, dans le cadre déjà bâti. Ce qu'on va faire aussi avec le nouveau plan d'urbanisme qu'on est en train de faire à la ville, on va venir aussi, dans certains secteurs, redéfinir les densités. Donc, ça peut être dans des quartiers résidentiels où on va permettre ce qu'on appelle la densification invisible, donc permettre peut-être plus de maisons bigénérationnelles ou des appartements qui pourraient venir s'annexer à des maisons existantes. Là. Le tout, c'est de le faire de façon à ce que ça ne fasse pas des grands buildings qui lèvent, puis tout le temps en consultant les gens des milieux. Là. Donc, mais ce qui est important de souligner dans tout ça, le développement, la prochaine bataille, je voudrais vous dire, ce serait qu'on demeure avec le périmètre urbain qu'on a actuellement et surtout de ne pas l'agrandir. Si les prochains conseils ou les prochains politiciens décident d'agrandir le périmètre urbain parce qu'il manque de place, là, on va faire fausse route. Donc, faut être bien alerte à bien le figer dans le temps, le périmètre qu'on a actuellement, puis de travailler avec ce qu'on a comme espace actuellement. Donc, soyez vigilants pour ça. Parfait. Monsieur Dussault? Oui, tu as résumé la fin, c'était bien tout le long, mais la fin était bien résumée au niveau du périmètre urbain, Claude. Puis, ce que je vais rajouter en lien avec le schéma d'aménagement qui est en vigueur depuis avril 2017, c'est qu'il y a 3 zones à respecter au niveau de développement. La zone prioritaire, qui est la zone dans laquelle un entrepreneur ou un promoteur est dédié à développer un secteur pour lequel, à partir du temps où est-ce qu'il y a 80% du milieu de bâti, on peut aller dans ce qu'on appelle la zone d'expansion. Donc, via notre plan d'urbanisme, on peut passer à d'autres terrains. Ensuite de ça, au niveau de la zone d'expansion, lorsqu'elle est construite à plus de 80%, il y a ce qu'on appelle la zone de réserve, mais qui, elle, va faire une approbation du ministère des Affaires municipales. Donc, il faut comprendre que cette entente-là de 2017, qui a été faite avec le ministère des Affaires municipales, comporte un certain nombre de pas, mais à laquelle la Ville, présentement, n'est pas légitimée à 100% de faire l'ensemble du développement des 11 000 pas. Il y a quand même une partie à laquelle le ministère des Affaires municipales a le droit de donner son mot, son accord ou son non-accord par rapport au projet. L'autre fait important, c'est que maintenant, on sait qu'on n'est plus en taxe d'amélioration locale, parce que l'entité totale de la mise en forme des infrastructures sont au coût du promoteur. Donc, chacun des citoyens qui décide d'aller dans un milieu en dehors des premières couronnes, doit en défrayer les frais. Comparativement aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme disait Claude, en lien avec les zones en redéveloppement, on va encourager les citoyens à demeurer à ces endroits-là, même par le biais de subventions. Donc, j'appelle ça l'offre du principe et de la demande, c'est qu'il y a une offre qui appartient à certains citoyens qui sont capables de le faire, et il y a d'autres types d'offres qui, pour d'autres citoyens, vont les faire. Fait que je pense qu'avec ça, la Ville, avec le partage de ces différentes offres-là, on va être capable de répondre à des besoins différents, tant pour les gens qui veulent être un petit peu en dehors des premières couronnes, comme ceux qui veulent être directement situés dans les premières couronnes. C'est un petit peu ce que j'avais ajouté, M. le maire. Bien, super. Puis, moi, je me permettrais aussi peut-être rapidement de vous parler d'opportunités qu'on a parce que Trois-Rivières est une ville riche en histoire. Ça fait en sorte que maintenant se libère, dans certains cas, des friches industrielles. L'adresse sur le fleuve en a été une. Aléris va en être une magnifique. Puis maintenant, pour revenir un peu à ce que Pierre Montreuil disait tantôt, on peut passer aussi à des friches religieuses qui sont toujours si bien placées dans nos paroisses de l'époque, puis qui font en sorte qu'au niveau du développement, on peut avoir un développement de qualité sans trop s'étaler. Bref, merci beaucoup, messieurs, pour ces éléments de réponse. C'est ce qui met fin à la séance de ce soir. Oui, Pierre, tu voulais... Monsieur le maire, juste une dernière affaire. Pardon, est-ce que c'est Maître Tremblay qui vient de parler? Oui, c'est ça.